Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, je ne suis pas seul et pour parler d'une nouveauté en plus, parce que je suis avec l'ami Joe du fil Salut tout le monde. d'Ariane. Comment vas-tu Joe ou Captain Walker sur Twitter, l'homme aux 1000 pseudos ou presque. Eh ben ça va très bien pour parler d'un chef-d'œuvre, donc tout va bien. Ah, tu balances le mot direct. Ah, mais je t'ai pas appelé pour rien. Je t'ai pas appelé pour rien parce que je sais que au moins il y en a un qui va défendre mordicus le film et celui-ci c'est quand même le cinquième long métrage d'animation, précisons, est sorti en France de Keiichi Hara, que j'apprécie beaucoup, moi, pour Colorful, entre autres. On était avec vous, c'était bien mignon aussi. Il a fait aussi Misokusai et Wonderland, que tu aimes beaucoup également, que j'avais vu au cinéma. Et là, il nous revient, donc le 6 septembre, pour la date de sortie française. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera publiée avant ou après, peu importe. Avec Le Château solitaire dans le miroir, ou en version originale Kagami no Kojo. Et évidemment, c'est un film d'animation, et je l'ai dit. Et qui est adapté d'un roman, ça c'est important de le noter, d'une écrivaine, Mizuki Tsujimura, qui a été fait un peu avant la sortie du film d'ailleurs, hein, c'est très direct. Et alors, on va faire un petit synopsis, sans spoiler, c'est pas facile. Bon, c'est facile de ne pas spoiler quand même au départ. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kokoro, et Kokoro en japonais c'est le cœur, hein. Donc déjà, tu sens qu'il y a quelque chose qui est au collège, mais elle n'est pas populaire du tout. Hein, elle est rejetée, notamment par sa rivale, là, qui est assez méchante. Bref, c'est des thématiques qu'on a déjà vues dans le cinéma d'animation japonais, mais attention, ça va peut-être plus loin. Et à un moment, Kokoro, dans sa chambre, toute seule, elle va se rendre compte que son miroir l'appelle. Enfin, façon de parler, le miroir scintille et elle passe à travers dans un autre monde, façon Alice, hein, pour se retrouver dans un château perdu au milieu des flots, dans un océan. Et là-bas, elle y retrouve 6 autres adolescents qui, comme elle, visiblement, sont un peu rejetés et solitaires. Et ces 7 ados, ensemble, vont devoir trouver une clé menée par une mère louve, visiblement une petite fille avec un masque de loup. C'est bizarre, hein, une reine louve. Et trouver une clé pour exaucer un vœu, mais il n'y en a qu'un qui pourra exaucer ce vœu. C'est un peu comme Fort Boyard, quoi, mais c'est quand même autre chose. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une compétition, mais en même temps, ils vont apprendre à se connaître, etc., et discuter de leur peur ou de leur vie. J'en dis pas plus. Et ils ne peuvent y aller là-bas que de 9h à 17h, heure japonaise, parce que sinon, ils vont se faire bouffer par un loup s'ils restent trop longtemps. Donc, c'est quelque part une relecture du Chaperon Rouge et de Alice au Pays des Merveilles et d'un autre conte des frères Grimm, qui apparaît clairement d'ailleurs vers la milieu-fin du film. Donc, on ne dit pas encore le nom, au cas où. Parce que c'est vrai que ça raconte beaucoup de choses si on dit le nom du conte de base. Et du coup, toi, tu l'as vu il y a 2 mois environ, Je l'ai 3 vu il y a mois. 3 mois. Ouais, tu l'as vu À l'heure où on enregistre, je l'ai vu il y a 3 mois. Et à 3 l'heure où on mois. sortira cette vidéo, bientôt 4. Festival d'Annecy en avant-première. Et je crois que tu as des choses très positives à dire dessus. On t'écoute, hein, sans spoiler. Sans spoiler, s'il faisait Pour partie de l'instant. mon top 3 de ce que j'avais vu à Annecy, découvert au billet d'une conversation sur Twitter avec toi où tu expliquais que tu étais content de voir un Keshihara. Oui. Donc j'ai eu envie de le voir et ben, on regrette pas. Ah, putain. Et ouais, parce que Keishihara, moi, je le suis. C'est un de ces animateurs japonais qui, pour moi, fait partie de la nouvelle vague avec Makoto Shinkai, par exemple, ou Mamoru Hosoda. Enfin, c'est des gens qui commencent à monter. Et là, évidemment, je l'attendais avec grande impatience, avec évidemment la crainte de ne pas pouvoir le voir au cinéma. Donc là, je remercie l'attaché de presse aussi qui nous a permis de le voir en avant-première. Je crois que c'est co-distribué par Eurozoom, hein, entre autres. Et alors, c'est un film qui est très dur sur plein de points qu'on va évoquer. Je le trouve très malin sur une chose, c'est qu'on est dans un monde fantastique, imaginaire, mais alors ça parle clairement des soucis très terre à terre de la société japonaise, et pas que. Et pas que, parce que depuis le confinement, on en a des jeunes comme ça qui, malheureusement, s'isolent de plus en plus, pour des raisons, voilà. Notamment, alors, entre autres, il y en a une raison ici qui est claire, c'est le harcèlement scolaire. Et c'est des choses qui font mal, et c'est des choses qu'on a déjà vues avant, hein. Déjà dans Belle de Mamoru Soda, il y a ce petit côté vers la fin. On peut penser à Silent Voice aussi. Je ne sais pas si tu l'avais vu, Silent Je Voice. l'avais effectivement vu, oui, effectivement. Donc c'est un phénomène très important sur la jeunesse japonaise, et en animation, c'est très intelligent et très important, je pense, de mettre ça visuellement pour les ados et les enfants. Alors là, c'est pas un film pour les enfants, j'ai envie de dire. Il y a l'aspect qu'on ne fait peut-être,
mais derrière, c'est quand même très dur socialement et on va crescendo dans des moments violents. On dira plus après. Et c'est un film qui m'a pris au cœur hein, sur certains points parce que tu te laisses emporter déjà par l'histoire de ces 7 adolescents, mais surtout Kokoro. T'as mal pour elle. Elle se fait clairement harceler par une fille qui vraiment la traite comme moins que rien. Et les autres aussi autour, là, qu'elle va voir, il y a ce magnifique dilemme. C'est soit on va au bout pour exercer notre vœu, donc avoir une meilleure vie peut-être, soit accepter ces 6 autres et prendre en main cette magnifique amitié naissante potentiellement dans ce château. Même si c'est pas le vrai monde, ce sont quand même des vraies personnes dedans. Sauf que si jamais ils exaucent leur vœu, à la fin, ils oublient tout. Leur souvenir s'évaporera. Donc, il y a un moment où il y a une compétition pour qu'il y en ait un qui ait vraiment son vœu. Et s'il y en a un qui arrive d'avoir son vœu, tout ce qu'ils auront vécu ensemble va disparaître. C'est quand même déjà d'une violence absolue. Et puis, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a une vraie allégorie aussi sur ces jeunes qui s'isolent, comme s'ils s'isolent sur Internet ou les gens en ligne, ou les réseaux, les forums. C'est exactement ça, en fait. C'est comme si on avait une amitié à distance. Le film s'apparente à ce genre qu'on pourrait appeler l'isekai en japonais, ouais. Qui est extrêmement intéressant, mais d'un point de vue technique et d'un point de vue thématique, c'est rarement j'ai autant été choqué par une animation. Alors, on va en parler après dans la zone spoiler, mais c'est vrai qu'il y a du choc quand même. Vous arrivez dans la dernière demi-heure, on n'arrête pas. Hein. On peut avoir toutes les larmes qui coulent. Mais j'étais clairement, à partir de la seconde moitié du métrage, en larmes dans la salle jusqu'à la fin. Mais en plus, parce que le film, il est fort là-dessus, c'est qu'il y a un build-up. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à la première heure, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc on attend d'en développer certains à un moment clé et précis, parce que sinon, en effet, le film ne va pas tenir. Et il y a des moments où ça peut vivoter, quand même, dans la première demi-heure, 45 minutes. Tu te dis, ok, ça va aller où? Vers un petit truc d'aventure, un jeu d'énigmes et de missions pour trouver la clé, mais où est cette clé? Dans ce grand château où il y a des chambres, etc. Et on attend que vraiment il y ait quelque chose qui se tisse entre eux. Et le film arrive quand même à faire évoluer ces personnages, notamment, ils ont l'air très secondaires, mais celui qui joue aux jeux vidéo, face à celui qui est un petit peu old school, qui ne pense qu'aux échecs. Et les deux, par exemple, vont s'échanger et apprendre l'un de l'autre. Il y en a un qui va apprendre les échecs et l'autre qui apprend les jeux vidéo en même temps. Donc il y a des petits trucs comme ça. Il y a les filles qui se retrouvent boire du thé. Bon, ça fait cliché, ça quand même. Mais pourquoi pas? C'est mignon aussi. Il y a celui qui fait du foot, là, qui visiblement est un petit peu différent des autres dans là où il peut être. Enfin voilà, parce que c'est des gens qui sont de quelque part et qui arrivent tous télétransportés à un endroit. Et à un moment, j'étais en train de me dire, mais dépêchez-vous, demandez-vous vos vrais noms, vos vraies adresses, comme ça vous pouvez vous voir en vrai. Parce que moi, j'étais là à me dire, mais il suffit qu'ils se donnent leur adresse et leur nom. Ils peuvent se voir en vrai au pire après. Sauf que c'est pas si simple que ça. Et il faut pas oublier que ce sont du coup ce qu'on peut appeler des ikikomori. Ikikomori, c'est des gens qui sont très solitaires, qui sont isolés, qui sont rejetés. Et ils n'ont peut-être pas le réflexe justement d'imaginer vivre ça en vrai. Ils se mettent à part dans leur bulle et ils sont bien dans cette bulle. Ça peut paraître choquant dans la logique. Mais je sais pas, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, ouais, bon, ils se voient là, mais ils peuvent se voir ailleurs au final s'ils se donnent leur nom. Est-ce que tu as pensé à ça ou tu t'es dit non finalement? Je suis assez en désaccord avec toi sur le fait que pour moi, ce ne sont pas des hikikomori. Parce qu'ils sortent, ils vont en cours. Ah, pas tous. Oui, ouais. Ils suivent au moins des cours à la maison avec une interaction sociale. Et non, pour moi, ça ne virevolte pas parce qu'il reste à établir son récit sur des zones d'ombre qu'il éclaircit un peu après. Et ça donne une trame beaucoup plus facile à suivre. Et non, je ne me suis jamais posé la question de savoir s'ils allaient se rencontrer en vrai, parce que la Reine Louve explique bien qu'ils ne pourront pas le faire. Oui, mais... Que même s'ils veulent, ils ne le feront pas. Et avec leur relation de puissance, forcément vous allez écouter la Reine Louve et non pas désobéir. C'est vrai, mais parce qu'on rappelle qu'il y a la menace de loup qui apparaît tout le film. Oui, c'est vrai, parce que s'ils restent après 17h, de toute façon, ils sont un petit peu à la merci des règles. Alors, ces règles Mais après, voilà, les règles, ils vont pas trop les questionner. En même temps, la Reine Louve, elle apparaît que à des moments précis. Elle répond pas forcément aux questions non plus. Hein. Il y a ce jeu d'énigmes et de mystères. Et bon, après, on a donc ces adolescents, ces 4 garçons, 3 filles, dont notre héroïne. Et une question comme ça, est-ce qu'il y en a un ou une en particulier, peut-être l'héroïne, mais au-delà de l'héroïne, qu'on suit beaucoup, qui t'a le plus marqué dans son écriture et son évolution? Ça, c'est intéressant aussi. Effectivement. À part Kokoro, qui est merveilleusement bien écrit,
je m'attache énormément à Aki. Oui. Aki, c'est la plus âgée. Qui est la plus âgée et celle dont le développement va être le plus compliqué. Oui, et c'est vrai. Bon, on en parlera dans un zone spoiler après. On en parlera dans un zone spoiler, mais son écriture est de loin la plus intéressante pour moi. Oui, parce qu'après, c'est vrai que les autres, c'est un peu du secondaire. Il y a un peu, évidemment, il y a du stéréotype, mais on est parmi des gens qui sont harcelés et rejetés, donc victimes de stéréotypes aux yeux des autres. C'est pas illogique de retrouver, par exemple, le geek et celui qui est un petit peu enveloppé. C'est pas si illogique que ça en soi. Celui qui a l'air un peu old school et donc en décalage, parce il est habillé de façon classe, etc. Il y en a, au début, je me suis dit, mais il y en a qui n'ont aucune raison d'être harcelés ou rejetés. Mais en fait, le film explique des choses après. Parce que c'est pas que au niveau du harcèlement scolaire que le film joue. Mais avant d'aller dans la zone spoiler, il y a un point qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis professeur dans la vraie vie. Et voir ça, justement, avec le harcèlement scolaire, etc., c'est pas qu'un phénomène japonais. Là, je le dis comme ça, en vidéo, de façon en témoignage. Ce que je vois là, je sais qu'il y a des jeunes qui le subissent aussi en France, qui subissent cet isolement, qui d'eux-mêmes se mettent en retrait parce qu'ils n'arrivent pas, etc. Et c'est vrai que le Covid a fait du mal là-dessus. Je pense que c'est un film post-Covid à mort aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le roman et le film ont été faits, écrits après le Covid. Je pense que c'est un film qui renforce cette période-là, les conséquences. Alors, le roman, je ne l'ai pas lu. J'ai pas eu le temps de le lire, mais le film, clairement, est un film post-Covid. Oui. Et puis, en plus, on peut imaginer comment les Japonais ont vécu le Covid déjà, alors que ce côté-là, on le ressentait déjà dans la société japonaise, qui est exponentielle dans l'idée du conformisme absolu. Et bon, on a déjà vu dans d'autres œuvres d'animation, on va pas penser à Hideaki Anno, par exemple, des auteurs qui parlent de ça, cet isolement, du mal d'avoir un rapport avec les autres, etc. Il suffit de voir Évangélion, par exemple, au hasard, je balance ça au hasard, évidemment. Avant la zone spoiler, deux choses. L'animation, qui, visiblement à Annecy, certains de nos collègues ont trouvé que l'animation n'était pas terrible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il faut le dire, c'est pas l'animation la plus spectaculaire. Mais le budget n'est pas non plus... c'est pas sous-zoomé niveau budget et travail technique peut-être derrière. Mais ne serait-ce pas volontaire aussi d'avoir une animation qui ne bouffe pas, on va dire, les émotions en étant trop travaillée? Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Je trouve que l'animation n'est pas si à jeter que ça. Oh non. Et effectivement, il y a toujours le rapport émotion-technique à gérer. Mais la force vraiment du Château solitaire n'est pas sa patte graphique, même si les plans 3D m'ont renversé sur le château, mais sa gestion de la lumière, qui est parfaite sur chaque plan. Et des décors aussi. Les décors sont bons, mais c'est Keshira. Et Wonderland était un peu meilleur niveau décor. Oui. Mais tu vois, le jeu de la lumière là, dont tu parles, on l'a beaucoup dans Colorful. Je sais que tu ne l'as pas encore vu. Mais que je ne l'ai pas encore vu, tu me le recommandes beaucoup et je le verrai. Et c'est vrai qu'à ce côté, Colorful, qui est aussi très poignant et très dur, tu vois, c'est pour ça que je pense que tu aimeras Colorful, il y a aussi ce jeu sur la lumière où l'absence vraiment de clarté, c'est exactement ça. Je pense qu'il revient à Colorful avec ce film d'ailleurs, Keishira. Cette absence de clarté dans le monde réel, mais également on est abreuvé de lumière dans tout ce qui est dans la partie virtuelle du Château solitaire. Ouais. Avec des sources de lumière qui rugissent de partout, qui apportent vraiment que tu es beaucoup plus chaleureux à l'image. Et là où le film excelle sur tous les domaines, c'est sur le mixage sonore qui est parfait. Oui, c'est marrant parce que Belle de Mamoru Hosoda jouait un petit peu sur cette dichotomie aussi. Et tout comme Belle, il y a des chansons qui sont bouleversantes. Alors, il y a une compositrice, c'est un peu celle qui a titré au réalisateur depuis 3 films. Non, avec Keshira. C'est Harumi Fuki. C'est vrai qu'à un moment, il y a un thème musical qui doit bien faire 5-10 minutes pour une scène, donc on va parler après. On va y arriver à la zone spoiler. Elle est prenante. D'ailleurs, il y a il y a un truc très dissonant à un moment dans la musique qui va vous rappeler 2000 ans Odyssée de l'espace, par exemple. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est vrai qu'il y a un moment qui monte dans l'existentiel de... Il y a un moment qui est très dur musicalement et ça colle parfaitement avec ce qu'on voit. Et on sait qu'il a vu la fin de 2001. Oui, bah oui, mais c'est ça. Ah bah oui. Bah de toute façon, je pense qu'il y a eu des influences de 2001 Odyssée de l'espace, mais on va ouvrir la zone spoiler parce que là, bon, l'intrigue, c'est pas le plus important, on est d'accord. Mais pour le retournement émotionnel et les thématiques,
il se passe des choses. Alors, bon, trouver la clé. Oui, au moment, on va trouver la clé. Hein. Bon, on avait à peine grillé qu'elle serait dans la pendule. Moi, je savais dès le début qu'il fallait qu'il cherche là-dedans. À un moment, bon, c'est un peu l'évidence du conte de base. Et le conte de base, c'est donc le loup et les 7 agneaux, ou les 7 chevreaux, je crois. Enfin, ça dépend des traductions. Chevreaux. Hein. Et du coup, bah oui, c'est l'histoire d'un loup qui va dévorer tous les chevreaux qui veulent se cacher, etc. Sauf un qui va réussir, grâce à sa malice, à échapper au loup. Puis sa mère, bon, après, ils vont ensemble. Bah là, la mère n'est pas vraiment présente, mais elle est là quand même. La mère, c'est libérée. Voilà, mais après, donc, ils seront tous libérés. Donc, la clé, grosso modo, si on la trouve, on peut libérer. Mais avant de libérer ceux qui ont été bouffés, Kokoro, elle trouve donc cette clé. Et là, elle a accès, elle a accès donc aux souvenirs, à la vraie vie de ses camarades. Et alors là, pendant, allez, je ne sais pas si ça dure 10 minutes, pas loin. Là, on voit tout. Et là, je pense que là, il y a 2 camps, à mon avis. Ceux qui vont se laisser prendre par l'émotion et ceux qui vont dire « Ouh là là, c'est pathos, oh là là, on a fait des tartines !» Je peux comprendre. Hein. Absolument pas. Mais moi, je suis dans ton camp là-dessus. Là, j'ai pleuré. C'est très dur, en fait, parce que ça va loin. Bon, il y a harcèlement scolaire, oui, mais pas que. Le deuil, évidemment. Là, tout y passe. La mort de la grand-mère, ça. Et il y en a quand même une, le personnage d'Aki, qui quand même, visiblement, se fait violer par son père. Et clairement. Et avec le visage brouillé, comme ça. Je sais plus ce que ça me rappelle, cette histoire du... C'est un truc qui est peut-être lynchien, même, hein, sur le coup. Mais qui est aussi très présent dans l'animation japonaise, malheureusement. Ah, mais alors, parce que Yankouver Annecy, c'est pas le premier film de cette compétition de 2023 où des gamines se font violer par leur père. Ah, mais c'est dur. Et là, c'est pas un film d'animation à montrer aux enfants. Enfin, ce passage-là, je pense que les enfants, s'ils tombent sur ce film, bon, ce passage-là, ils le comprendront pas. En fait. Et tant mieux, tu vas me dire, tant mieux. Mais c'est d'une... En plus, Aki, son personnage, c'est horrible. C'est elle qui perd sa grand-mère, hein, je crois, en plus. Le père qui la viole, son petit ami qui la trompe. Triple combo. Pas étonnant qu'à un moment, elle revienne dévastée. Mais il y a un autre truc, parce qu'on se posait la question. Alors, un peu avant, ils apprennent qu'ils sont de la même école. Et là, je me dis, bizarre. Ils se seraient croisés un minimum et se seraient reconnus visuellement. Voilà, j'ai très vite grillé. L'autre qui parle de monde parallèle. Non, mais j'ai grillé que c'était... Ils viennent d'époques différentes, hein. Tout simplement. Le fait que l'autre soit habillé old school, par exemple, c'est pas si logique que ça. Il vient du passé, par exemple. Il y en a même qui viennent du futur, parce que Kokoro, elle est à peu près au milieu. C'est pas elle, voilà. Il y en a qui sont du futur. Et donc, on comprend pourquoi ils ne peuvent pas, en fait, se retrouver. Mais c'est un message. Le message, il est terrible, là. C'est que, quelles que soient les époques, présent, passé, et même à l'avenir, ce phénomène de souffrance des jeunes sera toujours là. C'est horriblement universel. Et la seule clé pour les aider à s'en sortir, c'est la solidarité entre eux et aussi de parler. Parce que c'est ça le message du film, à un moment aussi. Il faut oser en parler. Je pense que ça t'a touché, ça aussi. Oui. Non, mais la fin est dévastatrice. Oui. On pourrait citer ce qui cite au niveau des thématiques, bien sûr, qu'on se retrouve vers une scène qui mélange la fin d'Interstellar et celle de 2001. Bah, en voyageant le temps, bon, si on veut. C'est clairement le même décor. C'est clairement la même chambre que la fin de 2001. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ouais, mais en fait, on apprend que Aki, par exemple. Mais la manière dont il va déconstruire le temps par le harcèlement, c'est dévastateur. Mais c'est ça, c'est que malheureusement. Je n'ai pas compris. Parce que j'étais parti sur ma théorie, c'était les univers parallèles. Bah, ça aurait été trop simple. Puis ça aurait été, pour niveau interaction, bah, ça aurait été illogique. Il y a un détail qui m'a fait comprendre que on allait partir, non pas sur les univers parallèles, mais sur le temps. Ah, c'est quoi? Et je pense que tu l'as deviné. Mais vas-y, dis-nous. Comment il s'appelle celui qui joue aux échecs? Ah oui, celui qui joue aux échecs, c'est Subaru, non? Oui. Et qui a créé le jeu vidéo préféré de celui qui joue aux jeux vidéo? Ah, mais c'est lui, oui, c'est le créateur du jeu. C'est le créateur du jeu vidéo et oui. on comprend. Et c'est ça, c'est la... Même prénom, même nom de famille. Et c'est pour ça qu'il ne connaît pas le jeu vidéo, parce que c'est lui qui a inventé les jeux vidéo. Mais c'est ça, c'est génial, c'est que le fan du jeu en question a appris au créateur à jouer, et donc c'est ce qui va lui permettre de créer derrière la fameuse boucle. Ça, c'est génial. Et c'est de ce moment-là où j'ai compris que le vœu final allait être de tous se libérer. Ah putain, mais c'est ça que c'est l'entraide. Bah, c'est l'allégorie de l'entraide ultime, quoi. En plus, il lui donne sa passion, il lui donne sa vie.
son univers. Et le pire, c'est qu'il ne croit pas. Enfin, le petit, là, comment il s'appelle? Masamune, voilà. Personne ne croit à son collège qui connaît les trucs de créateurs et tout. C'est marrant d'ailleurs cette boucle-là, parce que finalement, dans la vraie vie, c'est un pote de la famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est très étrange. C'est du professeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la destinée qui est là. C'est-à-dire qu'à un moment, la destinée qui est que quoi qu'il arrive, ils sont tous bloqués dans leur collège. Aussi. Oui, c'est parce que Aki. D'ailleurs, après, il y a des gens qui vont dire l'assistante sociale de Kokoro. Ben, c'est ça. Aki, oui, dans le futur, c'est Madame, alors je ne sais plus son nom, Kitajima, voilà. Mais après, ils n'ont pas de souvenir l'un de l'autre, mais il y a des échos, il se passe des trucs. Ah non, ils se souviennent de l'un de l'autre. Oui, mais c'est pas le souvenir frontal, tu vois. C'est le souvenir à travers le reflet d'un miroir, d'une vitre. C'est les reflets de cette mémoire inconsciente, quoi. C'est ça qui est fort, d'ailleurs. Elle s'adresse directement à elle comme une ancienne pensionnaire du château, Madame Kitajima, à la fin. Ouais. Oui, mais est-ce qu'elle le fait consciemment? C'est ça la question. Est-ce que c'est juste des trucs inconscients qui remontent en elle? On ne sait pas. Puis après, tu as le joueur de foot là, qui s'appelle, alors j'ai plus son nom sous les yeux, lui. J'ai même oublié son nom pour le coup. Rion, non, je crois, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça, c'est Rion, le joueur de foot qui est à Hawaï, lui. Mais justement, il aurait dû être dans ce collège. Et en fait, lui, il est de la même époque que Kokoro. Et en fait, ils sont destinés l'un à l'autre parce qu'à la fin du film, il revient au collège. Et ils se rencontrent, ils vont devenir très amis, voire plus si affinité, on ne sait pas. Mais là, on voit le destin entre Rion et Kokoro. Hein. C'est une histoire de romance indirecte qui peut-être se fera après. Mais le film n'explique pas tout, et c'est ça qui est génial aussi, je trouve. Enfin, il explique grosso modo les grandes lignes, mais il ne va pas chercher le truc hyper technique. On n'est pas dans Interstellar non plus ultimement, puisque, par exemple, à la fin, donc, on apprend que la reine Louve, la petite fille avec le masque, c'est la grande sœur morte du jeune Rion, qui est dans le passé, etc. Et c'est elle qui a créé, grosso modo, cet univers quasi inconscient, subconscient, magique, avant de mourir. C'est très spirituel, ça, c'est très japonais. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à comprendre, on dit pourquoi, comment. Moi, je trouve ça beau, en fait, parce qu'elle lui donne la possibilité d'avancer à son petit frère. C'est ça le message. Là aussi, tu as dû être touché sur ce moment-là avec la. Mais je t'ai dit que à partir de la seconde moitié, je n'étais qu'en larmes. Ah mais on s'arrête plus. On peut plus s'arrêter. Et que la salle également. On était une salle entière à rester en larmes jusqu'à la fin du générique de fin. En plus, c'est vrai, au moment où elle va les libérer, qu'elle va avoir les souvenirs, elle passe à travers des monolithes, hein, presque. Mais c'est ça. Des monolithes de miroirs. Là, je pense que la référence, elle est bien là-dedans. Elle est au Pays des Merveilles 2001 Interstellar avec les rayons. C'est ça, et un petit peu de chaperon rouge aussi. Tout ce qu'on veut, c'est vrai que moi, je ressors à chaud de là. J'étais là, je dis, ouais, on fait le duo maintenant. Tu sais que quand tu es rentré, parce que, petite anecdote, tu es rentré un peu plus tôt que prévu. Moi, j'allais me faire une petite balade d'une demi-heure. Je suis, ah non, allez, on le fait maintenant, on assume. Comme si j'étais sorti de la salle, hein, direct. Ah, c'est redoutable. Alors, je ne sais pas, on va fermer la zone spoiler quand même. Est-ce que tu penses à date, mais tu n'as pas tout vu encore de lui, que c'est ton Keishihara préféré? Parce que tu aimais beaucoup Wonderland. Oui, c'est quand même ton préféré. Hein. De ce que j'ai vu de lui, il y a un coup que je trouve que j'ai vu gamin, qui est très mignon. Mignon, oui. Mais qui est très limité. Il y a Wonderland que je préfère parce que je suis un fan inconditionnel de tout l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Et le Château solitaire dans le miroir qui m'a terrassé. Et c'est sûr. À date, je regrette que cette année soit vraiment très chargée niveau bon film. Il aurait pu être de mon top 10, sauf dans le top 20, mais ça va être dur de me l'enlever de la mémoire. Et en plus, on est mal barré, j'ai envie de te dire, parce qu'on a appris avant d'enregistrer cette vidéo que le Miyazaki allait sortir là le 1er novembre. Bon, voilà, on ne sait même pas si ça sera le meilleur film d'animation de l'année. On ne sait pas du tout. Pour l'instant, c'est Mad God, j'ai envie de te dire. En plus, il y a eu Mad God, oui, c'est vrai. Merci de le rappeler, c'est très important. Mais ce qui est sûr, alors moi personnellement, oui, Un été avec coup, c'est à montrer aux enfants. C'est vraiment le film pour les enfants, avec la volonté aussi de mettre tradition et modernité, message écologique, c'est très bien. Colorful, et celui-ci, alors moi Colorful, je l'ai vu plusieurs fois, donc j'ai plus de recul, qui parle quand même du suicide des jeunes, hein, c'est annoncé dès le début, donc on n'est quand même pas très loin de la thématique ici. Hein. C'est la continuité de la thématique de ce film-là. Je pense qu'il va vraiment te marquer, Colorful. Et c'est marrant parce qu'on mélange un peu deux univers aussi, j'en dis pas plus, mais c'est presque des films jumeaux. Et ben, pour le Château solitaire dans le miroir, il va falloir que je le digère un peu quand même. C'est obligatoire. Il faudra que je le revoie aussi, mais
waouh, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour l'émotion et la réflexion thématique de notre société. Là, vous avez vraiment ça. Et oui, c'est vraiment. Alors, les gens qui disent ouais, le cinéma d'animation, c'est pour les enfants. La blague. Alors là, non, pour les ados, là oui, c'est important pour les ados de le voir. J'ai envie de dire, ça peut être salvateur même pour certains, mais c'est très adulte. Hein. C'est un regard adulte sur la jeunesse actuelle. Mais c'est lycéen ou rien pour ce film-là. Oui, mais c'est très, très, très violent hein, quand même. Il y a des moments vers là, ouais, bon, on va pas revenir à Zone Spoiler, mais je me suis dit, waouh, on a ça quand même là-dedans. On voit qu'elle a eu la mainmise créatrice aussi, et ça fait du bien. Voilà, mais c'est à montrer dans lycéen au cinéma. Hein. Il faudrait, ouais, lycéen au cinéma, c'est un des films, c'est très intéressant. Oui, en effet, je le recommanderais si je connais des collègues ou si je m'occupe moi-même de certaines séances de lycéen au cinéma, parce que des fois, dans notre lycée, ça marche aussi. Parce que là, ouais, mais avec un petit warning avant. Hein. Voilà, c'est important aussi parce que ça peut être à double tranchant. Voilà, un jeune qui souffre de cela peut se sentir sauvé d'un truc, mais ça peut lui faire du mal et quitter la salle aussi. À voir. Mais c'est vrai que c'est nécessaire parce que ce qui est montré là, au-delà du fantastique et du conte, ce sont des faits réels que l'on peut trouver dans tous les pays, je pense, qui est multiplié par les réseaux aussi. Hein, il ne faut pas se leurrer. Et là, voir justement ces gens qui se réunissent dans le virtuel du conte, monde virtuel, monde du conte, c'est très intéressant, et qui ensemble vont réussir peut-être à s'aider. Moi, je trouve ça beau, mais la réalité prend le dessus quand même, et c'est quand même dans le réel à un moment que les décisions doivent être prises. Parce qu'on n'a pas parlé, il y a tout aussi un arc avec la potentielle amie de Kokoro, là, qui la rejette parce qu'elle est avec la fille populaire qui la harcèle. Ça aussi, c'est important, parce que c'est des trucs que beaucoup de jeunes subissent, ça. Une amitié avec quelqu'un, mais ce quelqu'un va être plus proche de la fille qui est populaire, qui va harceler, et du coup, elle s'éloigne. Ça, c'est violent aussi. Donc, c'est un film nécessaire, important, à voir en salle, en espérant que ce soit bien distribué près de chez vous. Sinon, n'hésitez pas à demander à vos cinémas indépendants ce film, parce que souvent, le mien, parfois, en décalage, pendant les vacances scolaires de novembre, par exemple, pourrait le diffuser. Donc, n'hésitez pas à le demander, parce que je pense que ça serait intéressant que notre cinéma indépendant, 2-3 semaines, un mois après, diffuse ce genre de film, voire même 2 mois après. Donc, à voir. Et l'animation japonaise se porte très, très bien, au-delà même de Ghibli. Hein, ça fait un moment qu'on n'attend plus derrière Ghibli, en attendant le prochain Miyazaki, bien sûr. Parce que voilà, le dernier à date, c'était quand même le fils Miyazaki qui nous avait pondu une petite daubasse. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, c'est génial. Parce qu'il nous fallait quand même. Ouais, bon, pas une daubasse, mais quelque chose de très moyen, on va dire. Mais bon, allez, pour moi. Mais je ne sais pas si tu avais écrit à l'époque sur ce film, d'ailleurs, de Goro, du fils. J'avais tweeté dessus. Je n'avais pas encore créé mon média, mais j'aime beaucoup. Je l'ai vu dans le cadre de Gérard May en ligne et il se peut que je l'ai déjà revu plusieurs fois et que j'ai le Blu-ray à la maison. Aïe, 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 mais c'est bien. Voilà, il en faut des gens qui aiment des films moins aimés que d'autres. Et tant mieux, parce que sinon, ça serait triste pour les films en question. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ce château solitaire dans le miroir avec toi, mon cher Joe, alias Captain Walker. Allez voir le fil d'Ariane, pas facile à dire, notamment avec des posts Instagram, souvent, entre autres. Hein. Et il se pourrait qu'on se retrouve sur d'autres thématiques un jour aussi, mais ça, on laisse un mystère qui n'est peut-être plus un mystère au moment où cette vidéo est publiée. Ça, c'est magique. Et allez voir ce film. Allez voir l'animation en salle, c'est important. Allez voir des films en salle, c'est très important. Voyez des vieux films aussi, hein, évidemment, en salle ou pas. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Le traditionnel. À la prochaine. Ciao.